Bonsoir. Donc voilà, ce n'est pas un mystère pour vous maintenant. Je m'appelle François Boucher. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est un tour. Ah bah déjà, ça commence bien. J'avais mis que les rappels étaient interdits. Bon, excusez-moi, je suis désolé, mais c'est ce truc-là. Allô? Le rappel, où est-ce que je vais trouver le rappel? Ben voilà, vous avez droit à un voyage dans les coulisses. Bon, ça sera peut-être pas la première fois, ni la dernière. Bon, toujours est-il que je vais vous proposer un voyage aux confins de l'univers, des confins spatiaux de l'univers et du temps. C'est un sujet qui est un peu vaste, mais je suis rassuré par le fait que les prochains orateurs vont tous aborder le même sujet sous des angles un peu différents. Et donc, je n'ai pas l'intention de vous transformer en professionnel de la cosmologie, ce que je suis, en l'espace de 40 minutes. Ça se saurait, pour les étudiants DEA notamment, à ce moment-là, ils viendraient tous à mon cours et ça serait fini. Voilà. Donc, on va essayer. Ce qui m'intéresse le plus de vous faire. Ce qui m'intéresse. Ah oui, je vois. Ah, c'est vrai, j'ai une petite voix. Ce qui m'intéresse le plus, d'une certaine manière, comme message, c'est en fait la possibilité même qu'on a d'aborder un certain nombre de questions cosmologiques, comme l'âge de l'univers, son contenu, sa forme éventuellement, comment il s'est structuré, comment il est parti du non pas du néant, mais du vide. Et on va essayer de faire cette distinction pour aboutir à ce qu'on observe autour de nous. Donc, comment même on peut imaginer aborder ces questions qui furent longtemps théologiques. Alors, cette présentation aurait pu s'appeler de la mousse quantique à l'éponge cosmique. Et donc, je vais essayer d'éclairer ces termes-là. Et en gros, j'espère que d'ici quelques temps, vous comprendrez ce que cette image veut dire sous forme de pelure d'oignon. Je ne vous demande pas de la comprendre tout de suite. Donc, les questions cosmologiques auxquelles on souhaite ce champ d'études particulier, c'est de quoi l'univers est-il constitué? D'abord, la première chose, c'est faire un peu l'inventaire. On aimerait aussi savoir comment ces différents constituants sont distribués. On veut savoir, est-ce que c'est une distribution sous forme de planètes, d'étoiles, de galaxies? Est-ce que c'est réparti au hasard? Enfin, voilà, comment il est organisé. Et puis, on aimerait savoir s'il a une histoire, et si oui, quelle est-elle? Et puis, encore au-delà, c'est les structures qu'on observe, comment elles sont apparues, par quel mécanisme? Et puis, on peut éventuellement se poser une question plus spéculative, quelle ultime destinée quand nous serons bien morts, que notre soleil aura disparu, enfin, voilà, à très très long terme. Alors, on peut considérer que ce sont des questions de toujours, et un peu aujourd'hui, c'est de vous faire sentir quelques réponses d'aujourd'hui. Vous ne comprendrez pas tout le détail de comment on y arrive, mais j'aimerais vous donner au moins une petite musique le processus mental et les moyens mis en œuvre pour y arriver. Voilà. Et évidemment, comme toujours en science, chaque fois qu'on répond à des questions, eh bien, ça soulève de nouvelles questions. Et donc, d'une certaine manière, Planck a permis de définir, de mieux poser les questions que la génération actuelle entreprend de résoudre avec les prochains satellites. Voilà. Et ça, donc, Planck vous raconte une histoire, mais ce n'est certainement pas la fin de l'histoire. Alors, commençons par... alors, ce que vous voyez là, c'est un ovale. Cet ovale-là, ça représente tout le ciel. C'est un déplié de la carte du ciel, dans une certaine longueur d'onde. Et en fait, c'est une carte très, très travaillée. Alors d'abord, c'est du point de vue de la géographie, ceci est le centre de notre galaxie. Alors d'abord, je précise un peu, donc nous sommes sur une petite étoile qui fait partie de quelques centaines de milliards d'autres au sein d'une galaxie qui est la nôtre. Et on est dans un des bras spiraux quelconque, c'est pas du tout le centre. Et donc, voilà, on peut décider de représenter le ciel avec le centre galactique, au centre de cette image. Cette espèce de nébulosité, ce sont les étoiles de notre galaxie, les milliards d'étoiles, voilà, cette espèce de brume. Et puis, tout le reste, là, donc, c'est l'intégralité de la sphère céleste. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a représenté par un point chacune des galaxies autres que la nôtre. Donc, la nôtre, hein, c'est la Voie lactée, ce qu'on voit d'ailleurs dans le ciel comme peut-être pas à Paris, mais cette espèce de bande laiteuse, donc qui est ça, donc, pour vous orienter. Et cette galaxie, ben, voilà, il y a des milliards d'autres galaxies dans l'univers et je vous ai tracé un peu comment on les voit. Et alors, on observe déjà des choses un peu étranges. Vous voyez que là, il n'y en a quasiment pas. Puis là, il y en a un gros paquet.
et puis elles ont l'air de fabriquer une bulle. Et là, il y a un gros amas de galaxies. Il y a un gros tas. Puis là, on pourrait imaginer qu'on a l'impression que c'est un filament. Bon, tout ça, c'est ce qu'on va appeler les structures de l'univers. Les grandes structures, parce que ce sont des échelles absolument colossales. Alors, avant d'aller plus loin, donc ça, c'était juste pour vous rappeler que c'est une vision déformée. Si on représente la Terre dans ce système de coordonnées, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça vous donne juste une petite idée de la déformation induite. Alors, j'ai besoin de vous raconter une chose. D'abord, c'est que l'univers est en expansion. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les objets, toutes ces galaxies sont toutes en train de s'éloigner les unes des autres. On appelle ça l'expansion de Hubble. Et donc, en fait, c'est la structure même de l'espace-temps c'est pas les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, c'est comme les raisins du cake qui est dans le four, c'est la structure même qui s'étend, d'accord? Et dans ce processus, ça veut dire une chose, c'est que quand il y a de la lumière qui part d'un objet, disons une galaxie autre, pour nous arriver, eh bien, ce mouvement d'expansion se traduit par un décalage vers le rouge de la lumière émise par cet objet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'expansion, ça ressemble à un refroidissement. Comme avec une pompe à vélo, vous détendez, ça refroidit. D'accord? C'est aussi ce qu'on utilise pour les frigos. Eh bien, pour la lumière, c'est décalé vers le rouge. Alors ça, c'est extraordinaire en moyenne. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on sait que plus un objet va être loin, plus il va s'éloigner vite et plus il va être décalé vers le rouge. Et donc, par rapport à l'image précédente, ça veut dire que je vais avoir une petite idée de à quelle distance les objets sont de nous, parce que plus ils seront loin, plus ils s'étendront vite loin de nous, et plus leur lumière sera décalée vers le rouge. Donc il suffira, entre guillemets, de prendre la lumière de cet objet dans un télescope, de la disperser, regarder une caractéristique de la lumière qu'on observe dans le laboratoire à une certaine fréquence, et on va voir qu'elle est décalée vers le rouge, et on va dire « Ah, voilà, c'est à telle distance ». Donc, ça va nous offrir la troisième dimension. Et ça a été un mouvement extraordinaire qui est arrivé peu après les années 1900 et qui a fait découvrir l'expansion de l'univers. Et c'est de là qu'on a commencé à avoir une idée de la taille de l'univers. Alors, le monsieur qui a donné son nom à cette loi, c'est Edwin Hubble. Et alors, en 1919, voilà la première indication du fait que les objets, plus ils sont loin, plus ils sont décalés vers le rouge, c'est-à-dire en gros, il s'éloigne en fonction de la distance. Quand vous voyez dans ces parties, vraiment, ça ressemble plutôt à un nuage de points qu'une ligne droite. Maintenant, ça, c'était pour des distances de 2 mégaparsecs. Vous imaginez maintenant que ça, c'est 100 fois plus. Donc ça, c'est 250 fois plus. Et ce que vous voyez, la version actuelle, c'est qu'on voit bien, effectivement, qu'on a cette loi très bien établie qui nous permet de positionner les objets dans la troisième dimension. Donc maintenant, ce que je vous ai montré, la première image qui était ces petits points colorés autour de la galaxie, on va pouvoir maintenant voir comment ça se répartit en fonction de la distance par rapport à nous. Voilà. Alors, ça c'est... Et donc, en fait, quand on fait ça, voilà ce qu'on observe. Alors, là, maintenant, ce n'est pas du tout la même image. Alors, nous, on est là, et ça, c'est une petite coupe d'une petite tranche en s'éloignant en fonction de l'éloignement par rapport à nous. D'accord? Donc, c'est une galette. Donc, on est là et on regarde, ça c'est un hémisphère et ça c'est l'autre hémisphère. Et chacun des points représente une autre galaxie. Donc là, maintenant, c'est vraiment la structure à 3 dimensions. On est en train de regarder une coupe à travers l'espace à 3 dimensions. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les grandes structures de l'univers. Effectivement, on voit une structure qu'on peut imaginer comme étant l'ossature d'une éponge. En gros, si vous coupez une éponge, vous faites une petite tranche comme ça, ça va ressembler à ça. Il y a du plein. Et puis, il y a des endroits, le vide, là où quand on presse l'éponge, c'est là que circule l'eau. Donc, en fait, cette topologie-là est même mesurée mathématiquement. La structure de l'univers à grande échelle ressemble à la même topologie qu'une éponge. Donc, la même type de distribution. Alors, ça, c'est une... Alors, maintenant, on peut essayer de faire ça pour plusieurs images. Et en fait, voilà, pour vous donner une petite idée, quand on a exploré différentes tranches, voilà ce qu'on observe. Donc, ça, c'est en gros l'univers autour de nous. Et si on n'a pas tout, c'est simplement que ça coûte une fortune de faire chacune de ces tranches. Mais c'est suffisant pour comprendre qu'effectivement, on voit tout autour de nous, on est par partie, notre petite galaxie est partie d'une structure à très grande échelle.
qui ressemble à l'ossature d'une éponge. Bien, et il y avait quelque chose. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question, oui, mais la vitesse de la lumière est finie. Donc, combien de temps il faut à la lumière pour venir de ces structures qu'on observe, de ces petits points? Ben, c'est facile, ça correspond à la distance. Et là, on se dit, on peut se rendre compte qu'une galaxie qui est à cette distance-là, il a fallu 2,5 milliards d'années à la lumière pour nous parvenir. Donc là, vous commencez à imaginer avoir une sorte de vertige, parce que vous savez que la distance lumière du Soleil, c'est par exemple, on est de l'ordre de 8 minutes-lumière. Donc là, on n'est plus en minutes, on n'est plus en années, on n'est même pas en milliers d'années ou en millions d'années, on passe aux milliards d'années. Donc je vous rappelle quand même que, parce que c'est un peu difficile à saisir au départ, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Et là, on est en train de dire la distance parcourue en quelques milliards d'années. Donc là, c'est effectivement, pour l'esprit humain, c'est un peu difficile. On n'a plus d'autres objets auxquels se raccrocher, on est juste obligé de constater. Mais simplement, pour des gens comme moi, ça me parle beaucoup, moi, parce que finalement, j'ai ramené ça à un effet d'échelle près, à la structure d'une éponge. Simplement, bon, l'éponge, elle est quelques milliards de fois plus grande. Mais finalement, l'objet, si je dois caractériser cette structure, ben voilà, c'est la structure d'une éponge, je vous ai déjà donné. Donc l'univers est structuré comme une éponge à très grande échelle. En fait, comme l'ossature d'une éponge, et cette ossature est décrite par des galaxies qui elles-mêmes sont constituées de milliards d'étoiles autour desquelles gravitent tout un tas de planètes. Voilà. Donc, et évidemment, il y en a une, c'est la nôtre. Voilà. Alors, donc, on observe, là, on est vraiment déjà à des distances cosmologiques et qu'on observe, là, c'est pas de la science-fiction, hein, là, je veux dire, c'est ce qu'on observe avec des télescopes, on observe des petits points lumineux, on prend le spectre de chacun de ces points et on est capable d'évaluer sa distance. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de travail derrière ça. Il y a énormément de temps de télescope et de temps humain pour constituer pour constituer cette image. Et ça, c'est quelque chose qui commençait tout juste à émerger, en gros, ce voisinage local quand moi, je commençais ma thèse. Donc, il faut imaginer, on a fait un changement d'échelle et la génération d'avant se posait la question de est-ce que la galaxie a un bord? Est-ce que la taille de l'univers, ce n'était pas celui de la galaxie? Donc, on a complètement changé d'échelle en finalement très, très peu de temps. Bien. Alors, on peut essayer de changer encore d'échelle, parce que finalement, là, ça ne fait que 2 milliards, 2,5. Alors, j'allais dire, combien j'ai dit la plus proche, c'est 2,5 millions, mais voilà, 2,7 milliards d'années-lumière pour partir, pour aller de ce bord-là, d'une galaxie-là, pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Mais essayons de changer encore d'échelle, et donc cette sphère, enfin cette image-là, je la mets à cette échelle-là. Alors, quand on essaie d'aller encore plus loin, les objets sont extraordinairement faibles, et donc il faut énormément de temps de télescope, et donc ça devient de plus en plus dur de cartographier les choses qui sont très très lointaines. Et donc on n'a pas beaucoup de points, et donc ce qu'on voit là, d'ailleurs, très souvent, c'est même plus des galaxies, c'est souvent des quasars. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer, au moins par la pensée, d'aller jusqu'au cercle rouge. Pourquoi? Alors le cercle rouge, il est à une distance qui est telle qu'il faut 13,8 milliards d'années à la lumière pour nous parvenir. Et je vais vous dire aussi un peu plus tard que l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. À une petite différence, un epsilon près. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tracé ce cercle? Eh bien, c'est assez simple. Quand je vous ai dit, l'univers est en expansion, donc il se refroidit. Bon, évidemment, ça veut dire que quand tu remontes le temps, tous les objets sont plus proches, tous les objets sont plus comprimés, et quand vous comprimez les objets, ils chauffent. Donc la température de l'univers est plus élevée quand on remonte dans le temps. On remonte dans le temps, et il y a un moment donné, on va remonter tellement loin que, en fait, les objets sont pas comme ils sont aujourd'hui, mais ils sont en fait naissants. On est en train d'assister à
en fait, à la formation des premiers objets. Donc, le moment où l'univers s'allume. Donc là, évidemment, il n'y a plus d'objets, il y a une sorte de désert, parce que là, les premiers objets ne sont pas encore formés. Et si on remonte encore plus loin, on arrive à une température telle que les atomes tels qu'on les connaît, donc même les constituants élémentaires, deviennent ionisés. Alors, ionisés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, vous prenez un atome d'hydrogène, c'est en gros un proton autour duquel tourne, entre guillemets, un électron. Quand il est ionisé, cet électron est libéré, et donc vadrouille, et donc on a une sorte d'ensemble de plots qui sont les protons, et puis vous avez un gaz d'électrons qui se balade autour. On appelle ça un plasma. Ça se produit sur Terre dans certaines conditions de température et de pression. Eh bien, il se trouve que quand on est arrivé à cette distance-là, c'est le moment où l'univers était tellement chaud que l'univers était ionisé et ressemblait à un plasma quasiment homogène. Et un plasma, c'est un milieu opaque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un milieu opaque? C'est un milieu dans lequel on ne peut pas voir. Alors, par exemple, l'intérieur du Soleil est opaque pour nous. Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du Soleil, les grains de lumière, les photons, rebondissent d'électron en électron, et donc ont une sorte de chemin aléatoire. Donc quand on regarde dans une direction, on ne sait pas d'où il venait juste avant, parce qu'il a rebondi, et donc on ne peut pas voir à l'intérieur. On ne voit que l'endroit où la densité devient suffisamment faible pour que, on appelle ça la photosphère, pour qu'à cet endroit-là, il arrive les dernières diffusions d'un photon sur un électron, puisqu'après, il va en ligne droite jusqu'à nous. Donc quand vous regardez la surface du Soleil, eh bien, vous regardez l'espèce de couronne, l'endroit où les derniers grains de lumière qui sont issus de l'intérieur du Soleil, ils ont fait un parcours en zigzag à l'intérieur du Soleil, et puis ça, c'est leur dernière diffusion, et ils viennent jusqu'à nous. Donc, en fait, vous voyez non seulement l'intérieur du Soleil, c'est opaque, le milieu intraplanétaire, c'est transparent, et ce qu'on observe, c'est la transition vers la transparence de l'intérieur du Soleil. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est exactement le même phénomène. À plus haute, là, très loin, très très loin de nous, l'univers est très chaud, très dense et opaque. Et quand il se refroidit par expansion, il y a un moment donné où il y a le même phénomène que pour la chromosphère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la dernière interaction des grains de lumière, des photons, avec les électrons. L'univers devient neutre, le plasma se recombine, on dit, et à partir de ce moment-là, les photons, les grains de lumière, vont pouvoir voyager en ligne droite, autant en ligne droite qu'on peut dans un espace court, mais enfin bon, vont propager en ligne droite jusqu'à nous. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est l'équivalent, sauf que c'est tout autour de nous, de la chromosphère de la surface solaire. Alors, on voit, en principe, parce qu'en fait, le rayonnement qu'on reçoit, qui est très, très lumineux, il est à une longueur d'onde qui n'est pas visible à l'œil nu. Il faut regarder dans le domaine, en gros, radio. Voilà. Si vous préférez en gigahertz, c'est la centaine de gigahertz, où la longueur d'onde est de l'ordre de quelques millimètres. Voilà, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que donc, quand j'observe autour de moi, j'observe d'abord, j'arrive au bord de ma galaxie, qui est aussi la vôtre. Voilà, premier point. Puis on commence à observer les structures autour de nous qui ressemblent à une structure en éponge, enfin l'ossature d'une éponge. Et puis quand on regarde suffisamment loin, on s'aperçoit que les galaxies sont différentes de ce qu'elles sont autour de nous, tout simplement parce que quand je regarde loin dans le temps, et que donc ce sont des objets qui ont émis la lumière que je reçois quand ils étaient encore peu formés. Donc j'observe l'univers plus jeune, et puis quand je regarde vraiment, il y a un moment donné, je vais regarder tellement loin que les premiers objets ne sont pas formés, donc je n'ai pas d'objet particulier que je peux voir, je ne vois qu'une lumière homogène, et cette lumière homogène, en gros, c'est celle qui correspond à l'émission de l'univers lui-même quand il est devenu transparent. Alors, encore une fois, il n'y a pas de centre dans l'univers, hein. Soyons bien clairs. C'est simplement que nous, par définition, nous ne pouvons observer qu'à la même distance partout.
Donc nous, on observe une sphère autour de nous. Mais quelqu'un d'autre dans l'univers, disons, qui serait là, lui-même observerait une sphère autour de lui. Il n'y a pas d'anthropocentrisme, il n'y a rien du tout. C'est simplement que nous, quand on observe, par définition, on observe à l'intérieur. Quand on observe un photon, c'est-à-dire, et donc il va à la même vitesse dans toutes les directions, ben, j'observe à la même distance. Et j'observe donc quand l'univers devient transparent. Et je vous ai dit, on sait que tout ça, eh ben, il a fallu 13,8 milliards d'années à la lumière pour nous parvenir, pour que l'univers passe d'un état chaud, dense et quasiment homogène à l'univers qu'on observe autour de nous. Voilà. Alors, j'ai dit en mots ce qui se passait quand l'univers devient transparent, donc je vais sauter tout ça que je vous ai déjà raconté. Et en fait, il s'avère que quand on regarde autour de nous, donc on le voit ce rayonnement. Et en fait, bon, ça c'est un spectre qui vous donne la densité d'énergie dans les différents rayonnements, les photons, hein, allant de la radio à l'infrarouge, l'optique, ce qu'on observe donc avec nos yeux. Donc nous, nos yeux, ils voient à peu près que ça. Les rayons X, les rayons gamma, etc. Donc là, je vous montre tout le spectre. Et donc ça, en fait, c'est le spectre de l'univers. Ce qu'on reçoit en moyenne de n'importe quelle direction. Et le truc rigolo, c'est que vous voyez Cosmic Microwave Background, c'est-à-dire cette émission qui vient du fond de l'univers. En fait, presque tous les photons de l'univers viennent de tous ces photons-là. Ils sont largement dominants parce que ça, c'est une échelle log. Hein, donc, il y a 90%, plus de 90% des photons de l'univers sont en fait des photons qui ne viennent pas d'objets, qui viennent de cette espèce de chromosphère inversée, qui est issue de 13, qui ont interagi pour la dernière fois avec la matière il y a 13,7 milliards d'années. Donc en fait, les photons qu'on observe, des étoiles, des galaxies, des quasars, en fait, c'est une toute petite fraction. Presque tous les photons de l'univers sont des photons issus du Big Bang. Voilà. Alors, et donc, voilà, donc je vais dire que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, bah, ça, je vous ai déjà raconté, hein, c'est la transition vers la transparence, voilà. Alors, maintenant, je vous ai donc fait une histoire rapide de l'univers. Je ne vous ai pas dit comment on était arrivé, hein, mais mais en gros, j'ai développé le fil intellectuel du fait que l'univers est en expansion et que bah, quand on chauffe la matière, elle peut devenir comme un plasma, et un plasma, c'est opaque. Et j'ai utilisé la vitesse finie de la lumière. Ça, c'était le point essentiel. C'est que, alors ça, c'est un point très, très important. Si vous devez en retenir qu'un de tout ce que je raconte, c'est la vitesse de la lumière est finie. Donc, quand on regarde loin dans le passé. Donc, c'est une machine à remonter le temps. Et quand vous regardez très, très loin, vous regardez jusqu'aux origines de l'univers. Bien avant, éventuellement, et ça, maintenant, on le fait avec, y compris Planck, on peut aller mesurer ses propriétés de l'univers primordial, parce qu'on va aller chercher, je vais reprendre, on va aller chercher, voilà, on va aller s'intéresser à ce rayonnement dont on sait que celui-là, il a été émis il y a 13,7 milliards d'années. Donc quand je regarde dans ces fréquences-là, je regarde du rayonnement qui a interagi à 99% pour la dernière fois il y a 13,7 milliards d'années, très 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 loin. Alors déjà, rien que ça, c'est quand même déjà assez faramineux. Mais ça, ce sont des prix Nobel qui ont eu lieu déjà, il y a déjà un certain nombre d'années. Maintenant, je vais vous compléter l'histoire pour arriver jusqu'au prix Nobel d'il y a 2 ans. Alors, donc, voilà. Alors, oui, non, alors, voilà, c'est ce que je voulais commenter. Bon, très bien, mais alors, là, ça pose quand même une question. Là, vous me dites, bon, très bien. Enfin, je vous dis, ah oui, là, l'univers est très développé, enfin c'est l'univers tel qu'il est aujourd'hui autour de moi, et quand je regarde plus loin, il est moins développé. D'accord, donc je remonte dans le temps. C'est bien. Et là, je vous ai dit, comme ça, je vous ai glissé ça comme ça. Ah bah oui, bah là, il arrive bien un moment donné où c'est avant la formation des premières étoiles, des premières galaxies, etc. Bon, très bien. Ça, c'est, on remonte le temps. Mais il faut bien que ça parte de quelque chose. Parce que je veux dire, il faut qu'il y ait une graine, des grumeaux primordiaux. Et bien justement, on pense, et bon, Planck l'a établi, mais on pense qu'en fait, la génération des grumeaux primordiaux s'est faite pendant la phase opaque de l'univers. Donc au-delà de ce qu'on peut observer directement, puisque c'est opaque, hein,
mais qu'en fait, au moment où l'univers est devenu transparent, on pense qu'il y avait des petits grumeaux, mais microscopiques, des grumeaux qui correspondaient à des fluctuations de densité, donc d'agglutination de la matière, mais de quelques parties par million. Disons des fluctuations de, allez, un 10 millième. Donc vous imaginez une soupe quasiment homogène, mais avec des toutes petites fluctuations de l'ordre d'une partie par 10 000, ou une partie par 100 000, ça dépend des endroits. Donc ça l'idée qui est derrière, c'est qu'un processus que je vais vous introduire, pendant la phase opaque, est passé à engendrer les fluctuations primordiales. Ces fluctuations primordiales étaient donc présentes au moment où l'univers est devenu transparent. Et la beauté de la physique, c'est qu'on est capable de relier la présence de grumeaux à des petites variations de l'intensité du rayonnement émis dans différentes fréquences. Dit autrement, si maintenant j'essaye de cartographier ceci avec une résolution et surtout une sensibilité de quelques parties par 10 000 ou par 100 000, je vais a priori, si je vois des petites variations, je vais voir directement la trace des grumeaux primordiaux. Alors ça, c'était quelque chose qui motive un certain nombre de gens, dont moi. Voilà. Et donc, il y a eu un autre prix Nobel qui a été à M. George Smoot et ses collègues du satellite Kobe, qui en 92 ont montré, avec un satellite, la première trace des grumeaux primordiaux. Donc, correspondant à des petites fluctuations de la lumière du fond du ciel, qui, je vous le redis, est dans les longueurs d'onde, disons, de millimétriques, donc qu'on n'observe pas à l'œil nu. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. On fabrique des machines, des détecteurs, des caméras, qui vont avoir une sensibilité dans ce domaine de longueur d'onde. Et si on a une sensibilité suffisamment grande pour détecter des fluctuations de quelques parties par 10 000, disons, si on voit des grumeaux, enfin des fluctuations d'un endroit à l'autre, ce sont a priori la trace des grumeaux primordiaux. Alors, je vais d'abord vous continuer l'histoire théorique, et puis maintenant, après, je vous dirai un peu qu'est-ce qu'on a fait avec Planck et comment on a mis tout ça avec des données qu'on analyse dans le laboratoire. Alors, la génération des grumeaux primordiaux, il y a la théorie actuelle qui rend compte de tout ce qu'on observe et qui n'est pas prise en défaut. Et donc, c'est pour le moment notre meilleure théorie de la manière dont la physique induit les premières fluctuations primordiales. Enfin, non, ce n'est pas la physique décrit, pardon. Quels sont les mécanismes à l'œuvre pour engendrer les grumeaux primordiaux. Tiens, il y a un petit truc qui fait bip, 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 je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Alors, l'idée qui est apparue dans les années 70 pour résoudre un problème qui initialement n'avait rien à voir avec ça, qui était un problème de physique des particules, qui disait « Ah là là, mais si on met notre compréhension de la physique des particules dans la vision de la cosmologie, il y a des tas de choses qui ne marchent plus très bien. » Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ça devient vraiment un cours de DEA. Et il y a quelqu'un qui a eu l'idée, un certain Alan Guth, et puis un certain nombre de Russes, qui ont dit, mais peut-être que ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a l'énergie du vide, et le vide n'est pas le néant, c'est-à-dire c'est le vide des physiciens, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est plein d'énergie. Ben, peut-être que ça a pu piloter une phase pendant laquelle l'univers a eu une expansion absolument phénoménale, tellement phénoménale que quelque chose qui aurait été peut-être de la taille d'un pamplemousse s'est trouvé étendu jusqu'à correspondre à toute la taille de l'univers observable. Donc vous imaginez un endroit d'une densité absolument phénoménale, dilué d'une manière quasiment impensable, jusqu'à encore devenir en gros tout l'univers. Alors, bon, ça résout des problèmes de physique des particules, c'est très bien, c'est joli, mais il y a un Russe, donc Slava Mukhanov, et puis Tchibissov, un de ses collègues, alors Tchibissov est mort, mais Mukhanov, il est prof à l'université de Munich. Et on a bu beaucoup de vodka ensemble. Donc, je veux dire, là, on est dans l'histoire beaucoup plus récente, et qui s'est dit, mais attendez, en mécanique quantique, on ne peut pas tout avoir.
on ne peut pas tout connaître sur un système, et notamment dans le vide, dans ce qu'on appelle le vide, il y a des fluctuations irrépressibles du vide. On ne peut pas empêcher, il doit y avoir des fluctuations, le vide en gros change tout le temps. De même que vous ne pouvez pas à la fois connaître la position et la vitesse d'une particule. En mécanique quantique, bon, bah, c'est la même origine. Pendant un certain temps, vous ne pouvez pas définir de manière exacte l'énergie d'un endroit. Et donc, il peut y avoir des fluctuations d'énergie d'un endroit à l'autre pendant un petit bout de temps. Et ce qu'il a réalisé, c'est que finalement, ces fluctuations quantiques du vide, irrépressibles, donc incontournables, ça, je veux dire, ou alors il faut jeter toute la mécanique quantique, il n'y a plus un téléphone qui marche, enfin bon, je veux dire, c'est vraiment très basique, couplé avec cette idée que ceci va s'étendre jusqu'à des échelles cosmologiques, il a proposé que les fluctuations microscopiques quantiques du vide, dans une phase d'inflation, deviennent la source, soit la source des grumeaux primordiaux qui pourraient peut-être se développer pour fabriquer tout, pour passer essentiellement d'un milieu homogène, à part les fluctuations quantiques du vide, justement, à, en gros, tout ce qui va pouvoir être engendré, donc les grandes structures, les galaxies, les étoiles, les planètes, et puis ultimement, nous. Alors, c'est quand même une idée, quand même. Bon, ça décoiffe. Vous imaginez, vous avez appris, probablement, comme moi, parce que j'ai lu les bouquins d'Hubert Reeves quand j'étais, jeune physicien. Et donc, j'avais appris qu'on était les enfants des étoiles. Voilà, que tout ce qu'on a fait, que, en fait, l'univers n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu les 3 premières minutes. Voilà. Mais en fait, les étoiles, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. L'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est que les étoiles elles-mêmes viennent des fluctuations quantiques du vide. Donc, en fait, nous sommes les enfants du vide. C'est quand même incroyable. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, alors, je vais essayer de maintenant vous donner des éléments pour rendre les choses un peu plus concrètes. Alors voilà, par exemple, une simulation des fluctuations quantiques du vide qu'on fait sur un ordinateur. On utilise les lois de la mécanique quantique et puis on regarde dans un ordinateur. Alors, c'est des fluctuations, là, évidemment, ça paraît très évident avec les couleurs, mais là, on parle de fluctuations de quelques parties par million. Hein. C'est des fluctuations totalement microscopiques, hein. On est bien d'accord, et ça dure très peu de temps avant que ça change. Donc, dès que vous prenez la moyenne de cette image, c'est absolument constant. Et si vous prenez la moyenne spatiale, c'est absolument constant. Donc, dès que vous faites une vision un petit peu lointaine, vous avez un milieu qui est totalement homogène dans l'espace et dans le temps. Sauf que, si maintenant vous imaginez que ça est présent au moment d'une expansion gigantesque, colossale, une période d'inflation, eh bien, ce que ma génération, d'abord de théoriciens, a pu montrer, c'est que ça avait les bonnes propriétés pour engendrer, sous l'influence de la gravité, donc la loi universelle de la gravité, pour initier toute la croissance des structures. Alors ça, comment on a démontré ça? Par une combinaison notamment de simulations numériques sur ordinateur où on a mis des fluctuations très faibles et puis on a mis des bouts de... J'ai passé beaucoup de temps dans ma relative jeunesse à mettre des cubes d'univers dans l'ordinateur, de brancher la gravité, mettre des petites fluctuations et voir ce qui en sortait. Et ce qui en sortait, ça ressemblait à l'ossature d'une éponge. Et on est allé un peu plus loin, on a dit, oui, mais qu'est-ce qu'il faut comme propriété? Donc on a compris qu'il fallait un certain type de propriété, donc il faut des fluctuations, que ça suffit d'avoir des fluctuations gaussiennes qui sont quasiment invariantes d'échelle. Bon, je ne vais pas vous faire un cours complet, mais en fait, des choses qui sont très naturelles et qui sont attendues justement de fluctuations quantiques du vide. Donc en fait, quand on utilise ce qui est attendu comme résultat de ce processus physique, on démontre même, qu'on peut engendrer un univers qui a en gros l'ossature, dont la distribution à grande échelle ressemble à l'ossature d'une éponge. Alors ça, c'est... Voilà, là on est vraiment... Alors, j'ai 66 ans, donc ça commence à dater, mais ce n'est pas non plus complètement antique. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous résumer donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant.
Donc voilà un bout de ciel tel qu'on l'observe aujourd'hui. Vous voyez des galaxies de toutes les formes, etc. Et quand on remonte dans le temps, il y a suffisamment loin. Donc là, je vous donne l'échelle. Je ne vous ai pas dit comment on arrivait aux 13,7 milliards d'années, mais c'est en gros en regardant la température autour de nous du rayonnement et comment. Bon, je vais m'arrêter là. Prenez-le, je vous le dis, argument d'autorité, l'univers a 13,7 milliards d'années. On cale, on sait à peu près maintenant que les premières étoiles, les premières sources de lumière, c'est quand l'univers avait à peu près 200 millions d'années. Donc ça, c'était la zone blanche que je vous montrais. Et puis, en fait, je vous ai dit, ah bah oui, mais le fond de ciel, il porte la trace de ces grumeaux primordiaux. Ça, c'est à peu près à l'époque où l'univers a 380 000 ans. Voilà, donc le moment où le cercle rouge que je vous ai dit, c'est à t égale 380 000 ans. C'est pour ça que quand je vous parle de 13,7 milliards d'années, c'est aussi bien l'âge de l'univers, à cette précision-là, donc avec une décimale en milliards d'années, ça c'est dans le bruit. Et voilà, donc dans l'histoire, ça se passe à t égale 380 000 ans. Et la période d'inflation, c'est-à-dire la période où les fluctuations du vide peuvent être étendues pour engendrer les grumeaux primordiaux à toutes les échelles, ça, c'est quelques milliardièmes de secondes. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai raconté. Et maintenant, vous comprenez peut-être ce que cette image veut dire. C'est que quand je regarde de plus en plus loin, alors ça, c'est une simulation numérique que j'avais faite il y a bien, bien longtemps. C'est une structure. Si vous voyez que la structure à grande échelle devient, alors bon, c'est fait sous forme de coquille, hein, se forme progressivement jusqu'à fabriquer l'univers sous forme d'ossature autour de nous. Et quand on remonte le ton, ben, c'est de moins en moins prononcé. Et à t égale 200 000 ans, à peu près, c'est là que se forment les premiers objets. Et quand on regarde le fond de ciel, eh bien, ce qu'on observe, c'est l'équivalent de cette chromosphère, donc la trace des grumeaux primordiaux, ce que je vous ai tracé par ça, qui sont en fait des vraies données. En fait, c'est le travail de 27 ans de ma vie. Mais bon. Au-delà, c'est la zone blanche, c'est-à-dire c'est au-delà de ce qu'on peut observer directement, puisque, je vous ai dit, quand on va à cette distance-là, l'univers est opaque. Ben, s'il est opaque, on ne peut pas l'observer. Et donc ça, c'est la limite. On ne peut pas aller plus loin. Ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas, c'est simplement que l'univers est opaque. Et donc, on ne peut pas accéder directement à ce qui s'est passé dans l'univers opaque. Mais néanmoins, vous savez aussi, je reprends l'analogie du Soleil, vous observez des taches sur la surface du Soleil, des fluctuations sur la surface du Soleil. Et ces fluctuations, nous les utilisons, enfin en tout cas ceux qui font de l'hélio, qui étudient le Soleil, pour comprendre les tremblements qui agitent l'intérieur du Soleil et dont la traduction partielle est sur la surface. De même que quand les gens qui font de la géologie, on essaye aussi de regarder, de reconstituer les différentes croûtes de matériaux, etc., en observant quelques points, y compris à la surface. Donc voilà. Donc, ça, c'est d'une certaine manière, c'est pas terra incognita, c'est ce qui ne peut pas être observé, et donc, mais qui peut être déduit. Et puis, j'ai montré des choses, parce que là, je vous ai montré des coquilles, parce que ça, à chaque fois, c'est des coquilles, hein, si vous avez compris, c'est coupé comme ça. En fait, j'ai mis différents processus. Ce que vous voyez là, par exemple, ce sont différentes galaxies. En fait, ce n'est pas des galaxies, là, c'est des amas de galaxies. Parce qu'en fait, quand on observe dans les longueurs d'onde du fond cosmologique primordial, il n'y a pas, je vous ai dit, c'est presque tout qui vient du fond de l'univers. Mais il y a quand même quelques petites fluctuations qui viennent de la poussière dans notre galaxie, dans d'autres amas. Et donc, en fait, il va quand même falloir qu'on travaille un peu et que même si on est capable de mesurer avec une caméra super précise le fond du ciel, il va quand même falloir séparer un peu, non pas le bon grain de livret, mais les différentes composantes astrophysiques pour ne pas prendre pour primordial ce qui est de l'émission d'objets qui sont apparus bien plus tard. Voilà. Donc ça, c'était mes 5 minutes d'introduction à Planck. Alors, Planck, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Planck, c'est une mission scientifique, enfin, ce fut une mission scientifique de l'Agence spatiale européenne
qui nous a traversé l'esprit quand ont été annoncées la découverte des grumeaux primordiaux par le satellite COBE en 1992. Donc on a commencé à écrire des propositions, on a tout ce qu'il fallait. Et en 1996, nous avons gagné la compétition au Palais de l'UNESCO, donc pas si loin que ça, pour choisir quelle serait la mission suivante de taille dite moyenne de l'Agence spatiale européenne en compétition avec 5 autres propositions. Et donc, on n'a pas molli, on a dit on veut mesurer la carte définitive, finale, c'est-à-dire il n'y a pas à y revenir. On a fait les choses, on a suffisamment bien fait les choses pour que ça soit la carte finale, définitive. Puisqu'il y avait une découverte, hein, je vous rappelle, on venait de découvrir la trace de ces grumeaux, mais c'était en gros, c'est comme si vous aviez des lunettes complètement floues. Donc ce qu'il fallait, c'était maintenant dire, bon, on sait que c'est là, donc maintenant, on va l'étudier sérieusement et on va en tirer tout ce qu'on peut en tirer sur l'âge de l'univers, sur sa composition, sur les fluctuations primordiales, etc. Toutes choses que le satellite précédent ne permettait pas de faire. Voilà. Et pour ça, eh ben, ça demandait de repousser les limites des technologies établies, et ça, je vais vous en parler un petit peu. Donc, Planck, voilà l'objet qu'on a conçu puis fabriqué. Donc, vous voyez un objet qui fait 4,2 mètres par 4,2 mètres. Un télescope, alors un miroir primaire, donc il faut imaginer hein, la lumière qui part quasiment du Big Bang, enfin de la transition de opaque à transparent, qui voyage le grain de photon, qui voyage pendant 13,7 milliards d'années, rebondit sur le miroir primaire, puis sur le miroir secondaire qui est là, comme ça, renvoyé dans le plan focal, qui est cette partie-là. Et c'est là que sont les détecteurs, les espèces de petits tromblons, qui vont détecter cette lumière-là et vont générer au bout un signal électrique qui va être proportionnel à l'intensité du rayonnement qui est reçu. Voilà, et puis alors tout le reste, eh bien, c'est l'intendance. Donc l'intendance, c'est des panneaux solaires qui sont là derrière. Et puis tout ça, ce sont des différentes machines frigorifiques. Et pour vous donner une petite idée, ce truc-là fait à peu près 2 tonnes, enfin faisait à peu près 2 tonnes. Il y avait 2 instruments, 50 000 composants électroniques, un an de la production mondiale d'hélium, des mètres et des mètres de documents, et puis 20 ans entre le premier projet, quand on a commencé à s'exciter, et les premiers résultats, et 27 jusqu'à la fin de l'aventure. Voilà, et puis si vous êtes curieux du coût, eh bien ça correspond à peu près à 6 centimes d'euros par an et par Européen, puisque c'est un programme européen. Il y avait à peu près 400 chercheurs dans le projet, sur environ 1000 personnes qui ont contribué. Voilà, pour vous donner. Donc là aussi, les échelles de temps sont un peu pharaoniques. Alors pas tellement par l'argent, parce que en gros, ça doit faire un avion de guerre. Donc, je veux dire, c'est certainement pas un porte-avions. Hein, je veux dire, c'est beaucoup plus modeste que ça. Mais en fait, dans le monde de la science, c'est du lourd. Et puis en termes d'efforts, voilà, 400 chercheurs, on est en train de parler de 25 ans. Donc, si vous convertissez tout ça en années hommes ou en années femmes, donc pour parler correctement en équivalent temps plein personne, ça fait beaucoup de monde. Donc d'ailleurs, voici, l'ESA était donc l'agence qui chapeautait le tout, et puis il y avait 2 principaux instruments hein, qui étaient là. Alors les grandes agences, c'était le CNES, l'agence spatiale donc, française, et l'ASI, qui est l'agence spatiale italienne, qui pilotait un des 2 instruments, qui était en gros notre instrument support, et nous. Et nous, on est Planck. Voilà, alors ça, c'est du côté des scientifiques. Vous reconnaissez l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, qui a été le pilote de la fabrication de la caméra au centre. Voilà. L'Institut d'astrophysique de Paris, que je dirige actuellement, qui était donc au centre pour la partie traitement des données, c'est-à-dire, en gros, vous pouvez penser à ça, un mouvement général. On part du ciel, on transforme le ciel en bits dans un ordinateur, à travers le satellite, la transmission au sol, etc. Et après, on essaye de partir des bits dans l'ordinateur pour en faire des inférences scientifiques. Donc, il y a un mouvement comme ça. Bon, moi, j'étais dans le 2e mouvement. Voilà. Et puis, évidemment qu'on n'a pas fait ça avec ces 2 instituts. Voilà les instituts et les autres labos dans le monde qui ont contribué.
Et donc, c'est vraiment une manip mondiale, mais à pilotage français pour le cœur de la chose. Voilà, et donc cet objet, voilà tel qu'il était à Kourou au bout des 16 premières années. Donc, vous voyez l'objet pour de vrai, là, peu de temps avant qu'il soit installé sur l'Ariane 5 qui lui a permis de la lancer. Donc, vous voyez, voilà à quoi ça ressemble, un lancement. Donc, on a été lancé. Alors, nous, on est là. Et il y a au-dessus le satellite Herschel, qui est encore plus gros. Et on a été lancé ensemble. Et donc, alors, ça, je sais pas, les applications, ça ne marche pas tout le temps. Est-ce que ça me le fait? Voilà. Donc, vous voyez, bon, je ne vous ai pas mis le son parce que ça ne marche jamais, mais enfin, voilà. Alors, c'est incroyable, hein, vous avez des boosters là où il y a 220 tonnes de poudre. Alors, ça fait poum quand ça s'allume. Vous sentez l'onde de choc et vous dites, putain, j'ai mis 20 ans de ma vie sur ce gros pétard. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai failli tomber dans les pommes parce que j'ai arrêté de respirer. Et puis, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait quand même que je respire. Voilà. Bien. Alors, tout ça, ça fait que... On va essayer d'aller... Voilà. Hop. Donc, on est parti de la Terre, là, où il y a la Lune qui orbite, vous voyez le Soleil, et on est allé au point de Lagrange L2. Alors, c'est un point où, justement, qui est tel que... Alors, non, c'est une animation en boucle, hein. Donc, autour de ce point-là, c'est un point qui est métastable, c'est-à-dire où, entre la tendance à s'éloigner tout droit, pour aller tout droit, et en revanche, est compensé à peu près exactement par l'attraction du Soleil et de la Terre. Et donc, dans ce point-là, eh bien, c'est un point qui tourne. On part du Soleil, on fait 150 millions de kilomètres, on arrive à la Terre, on rajoute 1,5 million de kilomètres, on arrive au point de Lagrange numéro 2, qui est notre point d'observation. Et alors là, c'est un point super cool, parce que vous vous imaginez au point de Lagrange, c'est le Soleil et la Terre derrière moi, donc tous les polluants, les téléphones portables, l'étoile évidemment, sont loin. Je peux mettre les panneaux solaires sur les fesses, et j'ai devant moi l'univers sans aucun polluant. Et vous imaginez, donc je fais le tour, on fait le tour comme ça autour du Soleil, en même temps que la Terre. Et donc si maintenant vous imaginez que vous faites des grands cercles pour cartographier sur un grand cercle, vous imaginez qu'au cours de ce mouvement-là, vous allez tout doucement faire le tour complet de la voûte céleste. Mais avec un truc, toutes les sources de lumière polluante sont toujours restées complètement dans votre dos. Mais vous avez quand même toute la voûte céleste. Et ah oui, je vous ai pas fait. Oui, bah oui, ça c'était juste pour vous dire que voilà, après le lancement, Herschel est en haut, voilà, on s'éloigne, on va sur. Et il doit y avoir encore une ou deux animations. Voilà. Donc pendant qu'on est parti de là à là, tous les systèmes ont refroidi, parce que j'ai oublié de vous donner ce petit détail technologique, c'est que pour pouvoir être capable de mesurer ces fluctuations de quelques 10 millionièmes de degré, il faut une technologie spéciale qu'on a été les premiers à déployer dans l'espace, sous forme de bolomètres, qui sont en gros des petits thermomètres. Mais pour que ça marche, il faut qu'il soit très proche du zéro absolu. Parce que ce qu'on est en train de mesurer, c'est essentiellement des variations de température. Donc, si vous essayez, et en fait, je vais vous dire, on va essayer de mesurer des millionièmes de degrés d'un endroit à l'autre. Donc, si vous avez des grosses fluctuations de température, c'est mort. Donc, en fait, vous refroidissez proche du zéro absolu, il n'y a plus de variation thermique. Et donc là, vos détecteurs fonctionnent très, très bien. Il faut juste fabriquer l'équivalent d'un frigo à dilution qui était de la pointe de ce qui se faisait auparavant, enfin quelques décennies avant, sur Terre, et d'arriver à le mettre en autonome dans l'espace pendant aussi longtemps que possible. Donc en fait, ça, c'était la clé qui a fait que, et notamment qui a fait qu'on a pu mettre cette manip. Et pourquoi on était pilote? C'est notamment parce qu'il y a une technologie spécifique qui a permis de faire fonctionner pour la première fois un réfrigérateur à dilution dans un environnement de faible gravité qui a été conçu par quelqu'un à l'Institut Néel à Grenoble. Donc en fait, il y a des points très substantiels qui expliquent pourquoi c'est nous qui avons piloté cette manip mondiale. Voilà, des points technologiques, hein. Mais en revanche, on a aussi pris le meilleur d'un peu partout, hein. Donc c'est pas... Les détecteurs, ils viennent de Caltech, certains refroidisseurs
viennent d'Angleterre, d'autres des États-Unis. Bon, enfin, encore une fois, c'est une manip mondiale hein, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis encore? Voilà. Et alors, donc la mesure, bah, vous imaginez, donc Planck, la direction du Soleil est là-bas, et il tourne sur lui-même à un RPM, une rotation par minute, excusez-moi. Et c'est ce que je vous ai dit. Il fait un grand cercle. Et puis, à force de faire des grands cercles, donc là, vous allez voir le grand cercle, le regard de Planck, entre guillemets. Donc, évidemment, c'est l'inverse. On reçoit la lumière sur un grand cercle. Et ça permet donc de cartographier un grand cercle. Et puis, bah, progressivement, au fur et à mesure de la rotation de la Terre autour du Soleil, le point de Lagrange fait pareil. Et donc, progressivement, on cartographie toute la sphère céleste. Voilà. Et on observe, en fait, ça, ce sont les données Planck, hein, bien projetées comme il faut, mais voilà. Et c'est ce qu'on observe. Et ce qu'on observe, ce n'est pas simplement des grumeaux primordiaux, vous allez voir. Maintenant, on va la déplier pour vous montrer. Et ça, c'est bien le plan galactique que je vous ai montré tout à l'heure, mais dans une autre domaine de longueur d'onde. Ça, c'est en fait une carte équivalente, faite par un autre satellite, qui montrait les étoiles. Donc ça vous montre que l'univers, on le voit très différemment quand on change la longueur d'onde dans laquelle on l'observe. Et en fait, ça, c'est, comme je vous ai dit, il y a de la pollution. Entre guillemets, il y a des émissions qui viennent d'objets plus proches, avant de regarder l'émission du Big Bang. Et bien, tout ce que vous voyez là, c'est l'émission de notre galaxie. D'ailleurs, ça se voit, c'est concentré sur un plan qui est le plan galactique. Donc, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas vraiment la lumière qui est issue de 13,8 milliards d'années. En revanche, la galaxie s'atténue, et là, ce que vous voyez déjà à l'œil nu, ce sont les fluctuations primordiales. Enfin, plus exactement, l'empreinte des grumeaux primordiaux qui nous initient, pour faire un raccourci un peu rapide. Voilà. Alors, on avance. La dernière commande, donc, c'est le moment où on a dit à Planck, débranche-toi. Ça y est, on ne peut plus te réveiller, tu vas te transformer en tas de ferraille, on débranche. Donc ça, c'était le 23 octobre 2013. La dernière commande, alors on entend bip, 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 et puis on envoie la commande, puis le temps de transfert, et puis, au moment, voilà, c'est fini. Voilà, c'est pas très spectaculaire. Hein. Voilà. Donc la suite de l'histoire, eh bien, elle s'est écrite notamment dans le centre de traitement de données que j'ai installé dans le sous-sol de l'Institut d'astrophysique. Donc, au moment où ça a été déployé, c'était dans le top 500 mondial, question machine. Alors maintenant, c'est des trucs, c'est 10 fois plus gros, enfin 50 fois plus gros. Maintenant, c'est une capacité de traitement modeste, mais au moment où on l'a fait, c'était quand même un gros truc, et qu'on a fait avec nos moyens CNRS plus CNES. Et avec ça, on a traité tous les échantillons qui ont été reçus au sol de notre instrument, c'est-à-dire 1000 milliards d'échantillons temporels, de points de mesure. Et donc, voilà, l'étape suivante, c'est comment on passe de 1000 milliards d'échantillons à l'histoire que je vous ai racontée. Et c'est ce que je vais entreprendre. Alors, la première chose qu'on va fabriquer, c'est fabriquer des cartes. C'est-à-dire, je vous ai dit, on utilise un signal temporel, hein, on le mesure. Maintenant, on va utiliser le pointage, c'est-à-dire, on sait qu'on a obtenu tel signal venant de telle direction, et puis ce signal va être redondant, mais on va utiliser toutes ces informations pour fabriquer une carte. Et alors ça, voilà, c'est une carte. Alors en fait, c'est 9 cartes à différentes fréquences, c'est-à-dire autour de différentes couleurs. C'est comme des filtres. Hein. Donc vous avez des filtres rouges, verts, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est une carte quasiment... Alors, l'instrument haute fréquence, le nôtre, il a mesuré de 100 GHz à 857, et l'instrument italien, il a mesuré les 3 autres. Vous voyez qu'il y a d'abord une chose qui est... Il y a des choses qui sont variables, par exemple l'intensité du plan galactique. Ça dit simplement que, en gros, on est en train de mesurer la variation de l'intensité du signal issu de la galaxie, de notre galaxie. Ça, c'est en fait la clé qu'on va utiliser. C'est-à-dire que différents types de signaux ayant différentes origines ont une dépendance en fonction de la fréquence qui n'est pas la même. Donc on va utiliser cette signature spectrale pour séparer les différentes composantes. Et donc ce que vous voyez, c'est que voilà, à haute fréquence, on est complètement dominé par la poussière, donc on ne risque pas de voir le rayonnement du Big Bang. Et là, si on remontait à trop basse fréquence, ça serait aussi pareil pour d'autres mécanismes. Donc en fait, l'univers a eu le bon goût de nous offrir une petite fenêtre où on n'est pas complètement dominé, enfin, où ce qui nous arrive autour de la Terre
n'est pas le rayonnement simplement de la banlieue, mais dans cette petite bande de fréquences, on peut voir jusqu'au fond de l'univers. Et en gros, la seule chose qui nous limite, à part la technologie, c'est le fait que l'univers devient opaque à une distance telle que ça correspond à en gros, l'âge de l'univers. Donc on observe l'univers tel qu'il était quasiment à sa naissance. Et on observe donc les grumeaux primordiaux. Et donc maintenant, on va chercher à les caractériser. Et donc, alors bon, ça c'est les... Voilà, alors, ça c'est une image que j'avais fabriquée au moment de la sélection. Donc ça c'est 96. C'était pour expliquer, ben voilà, nous on veut mesurer ça, mais il y a aussi les amas, les galaxies, les rayonnements de la galaxie, le bruit détecteur, et donc, ben voilà, il faut quand même concevoir l'expérience de telle manière qu'on va être capable de séparer tout ça. Et ça, c'est un problème qui est connu en mathématiques appliquées, qui est le problème du cocktail. C'est-à-dire que vous êtes dans un endroit très bruyant, il y a plein de sources de signal, mais il y en a une qui vous intéresse particulièrement. Bon, je vous laisse deviner. Eh bien, en fait, ce qu'on sait, c'est que quand on a de l'enregistrement à différents endroits, eh bien, on est parfaitement capable d'isoler une conversation parce que, en gros, il va y avoir des temps de transfert, de parcours différents pour aller d'un micro à un autre, etc. Toujours est-il que voilà, ça se formalise, c'est un problème dit du cocktail en mathématiques appliquées, où vous avez plusieurs détecteurs et vous essayez là-dedans d'utiliser les caractéristiques du signal dans chacun des détecteurs pour extraire, pour séparer les différentes composantes. Et en fait, notre oreille, en fait, ce n'est pas notre oreille, notre cerveau fait ça d'une manière absolument éblouissante. Vous arrivez dans une pièce et vous vous êtes intéressé par une conversation particulièrement, il y a une sorte de zoom qu'on est capable de faire à travers le bruit. C'est très marrant de s'en rendre compte. On est parfaitement capable, dans certaines limites, d'isoler une conversation dans un grand bruit quand on sait à peu près ce qu'on cherche. Voilà. Donc ça, d'ailleurs, c'est l'algorithme qui est utilisé sur Planck, a été quelqu'un qui travaillait dans mon institut et qui a reçu la médaille d'argent du CNRS, un mathématicien appliqué, pour le développement de cette méthode. Donc tout ça pour dire qu'on utilise tous ces capteurs, toutes ces cartes à différentes fréquences, pour en sortir. Alors, on en sort d'autres, on sort des cartes du rayonnement de la galaxie, etc. Bon, ce n'est pas celle qui m'intéresse. Et donc ça, c'est la carte du fond du ciel. C'est la carte définitive. Vous pouvez revenir dans 10 millions d'années, c'est la même, ça sera la même. Parce que le bruit, il est tellement petit que il n'est pas dominé par le bruit, on est dominé par le signal. Ça a une résolution angulaire qui est suffisante pour voir toutes les grandes échelles. Et ce signal, il ne peut pas évoluer sur une échelle plus courte que quelques milliards d'années. Donc, je vous ai dit, si vous revenez dans 10 millions d'années. Ce n'est pas tout à fait pareil si vous commencez à revenir, enfin à refaire cette expérience à, disons, l'âge de l'univers x2. Bon, là vous verrez un bout de l'univers qui est différent, donc ça sera un peu différent. Voilà. Donc tout ça, on a commencé à dévoiler tout ça à Paris le 21 mars 2013, et c'est moi qui cause, là, ce jour-là, à la conférence de l'ESA. Voilà. Ça a été assez remarqué. Donc, pour un scientifique, se faire la une du monde, c'est bien quand même. Mais alors, encore mieux, se faire le New York Times, l'International Herald Tribune, bon, on était contents quand même. Bon, on va pas vous dire le contraire. D'ailleurs, ça a eu des répercussions. Il y a plein de gens qui s'y sont intéressés. Voilà. Bon. Et là, en plus, je n'avais pas de cravate, donc j'ai demandé à un prix Nobel qui était là, qui a bien voulu me passer sa cravate rouge, parce que sinon, je ne pouvais pas être reçu par le pape. Bon, allez. Voilà, donc la carte définitive, c'est celle-là, et en fait, je vous ai tracé. En fait, il y a un petit cheat, un petit trucage, entre guillemets, c'est qu'en fait, là, il n'y a pas, à l'intérieur, ça, vous reconnaissez plus ou moins la bande galactique, et à l'intérieur de la bande galactique, les données sont entachées d'erreurs, et en fait, il n'y a aucune analyse qui est basée sur ce qui est derrière la galaxie. Parce que ça, l'émission d'avant-plan est tellement forte que ce n'est pas possible. Donc, en fait, toutes les inférences sont basées sur ce qui est à suffisamment haute
latitude galactique. Donc, en fait, le reste de l'histoire que je vais vous raconter, c'est sur toutes ces parties-là. Et c'est d'ailleurs, ça fait d'ailleurs le plafond du forum de l'IAP. Une pièce à peu près grande comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour analyser un truc comme ça? Parce que vous allez me dire, bon d'accord, vous avez dépensé toute cette énergie, tout ça, mais où est-ce qu'il est l'âge de l'univers là-dedans? Et sa composition, et les grumeaux primordiaux? Comment vous sortez ça? Alors, eh ben vous imaginez, en fait, imaginez que ça, c'est une planète où il n'y a que des océans. D'accord? Et imaginez que vous ayez fait la cartographie de la hauteur des vagues. Vous faites une photo instantanée et vous tracez, vous mettez un code couleur, la hauteur des vagues en fonction de l'endroit sur la planète. D'accord? Donc ça, c'est un champ scalaire, la hauteur des vagues, en tout point. Et maintenant, vous allez vous poser la question, bon, bah très bien, mais ça maintenant, je vais vouloir décomposer ça en différents types de vagues. Les vagues de haute fréquence ou de petite distance crête à crête, je vais me demander quelle est leur hauteur caractéristique. C'est-à-dire que je vais faire une moyenne sur tout le ciel de la hauteur typique. Hein. Alors, il va y en avoir des plus ou moins grandes, mais en moyenne, il va y avoir une certaine distribution de hauteur des vagues en fonction de leur distance crête à crête ou de leur fréquence, comme vous préférez. Donc, on va mettre sur cet axe-là la fréquence des vagues ou la distance crête à crête, si vous préférez, et on va mettre sur les Y la hauteur caractéristique ou le contraste, si vous préférez, de ces vagues-là. Donc là, voilà, on est passé d'une image avec des jolies couleurs, ou pas jolies d'ailleurs, enfin avec des couleurs. Et là, maintenant, on a un objet mathématique qui est une courbe qui vous dit, voilà, la hauteur des vagues qui correspondent, je vous rappelle, l'intensité de ces fluctuations-là, c'est en gros en quoi ce grumeau-là est différent de la moyenne. Donc, les endroits où il y a des vagues hautes, c'est qu'il y a un gros grumeau. Un grumeau intense, à fort contraste. Mais donc, vous tracez le contraste des grumeaux, donc primordiaux, en fonction de leur taille. Donc là, on sent bien qu'on commence on se rapproche de la physique, là. On est en train de dire, quand même, je suis en train de vous raconter que là, maintenant, on est en train de mesurer, en gros, le contraste des grumeaux primordiaux en fonction de leur échelle caractéristique, de leur distance, crête à crête. Voilà. Alors ça se fait par une transformation mathématique qui s'appelle une transformée en harmonique sphérique. Enfin bon, là, c'est un petit peu de mathématiques, mais c'est simplement, voilà, on est capable d'analyser cette image et d'en extraire donc cette courbe-là, pas que cette courbe-là, d'ailleurs, on peut extraire des choses plus compliquées, mais bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on va extraire donc cette chose-là, quand même, qui est quand même un peu incroyable. Je vous dis, voilà, je caractérise l'empreinte des grumeaux primordiaux qui ont donné naissance à a priori à tout ce qu'on a autour de nous, et je les caractérise en fonction de leur contraste de densité, en fonction de leur taille. Alors, ça, c'est intéressant parce que, justement, on peut considérer ça un peu comme une empreinte digitale cosmique. Parce que les théoriciens, dont j'ai fait partie, ont justement précalculé à quoi devrait ressembler cette courbe en fonction du contenu de l'univers. Pourquoi? Je vous ai dit, bon, a priori, on retrace tout ça à des fluctuations primordiales très tôt dans la période opaque, mais elles vont se développer pendant ce premier millier d'années. Et en fait, l'empreinte, au bout de ces 380 000 ans, en fait, l'empreinte dépend du cocktail. Elle ne se développe pas exactement de la même manière en fonction du taux d'expansion de l'univers, en fonction de son contenu. Et donc, la manière dont elles apparaissent de manière détaillée au moment où on développe la photo dépend du contenu de l'univers et de son taux d'expansion. Et aussi, bien sûr, des caractéristiques des grumeaux au moment où ils ont été générés tout à fait au tout début. Donc finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est capable, par la théorie, en utilisant les lois de la physique, de dire, voilà, quand j'ai tel grumeaux primordiaux tout à fait au moment où ils sont générés, qui se développent pendant 380 000 ans dans un milieu qui a telle propriété, alors l'empreinte doit ressembler à ça. Et puis vous pouvez faire le calcul dans différents cas de figure, en fonction du contenu de l'univers, de sa géométrie, enfin bon, j'ai donné quelques exemples ici, et vous voyez que vous avez des courbes qui sont très différentes.
Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fabriqué là? Les théoriciens ont fabriqué un atlas d'empreintes digitales avant d'enregistrer l'empreinte digitale du suspect. Ils ont dit, ben voilà, si l'univers ressemble à ça, alors voilà son empreinte. Si l'univers ressemble à ça, enfin, il est constitué comme ça, son contenu, etc., il va ressembler à ça. Et donc, après, il y a une chose qui se passe, c'est qu'on prend l'empreinte digitale, on mesure cette fameuse courbe avec des barres d'erreur, etc., on fait la chose, et on se pose une série de questions. La première question, c'est est-ce que l'empreinte digitale existe dans l'atlas? Alors, s'il n'existe pas, on a tout faux. Ça veut dire que tout ce qu'on avait imaginé sur à quoi pouvait ressembler l'univers, l'univers, il nous donne une signature qui ne ressemble à rien à nos théories. Bon, on retourne à la planche à dessin et on attend peut-être 100 ans, 1000 ans peut-être, avant qu'on trouve une meilleure description. Alors, on peut aussi avoir, en fait, que ça soit très discriminant et qu'il n'y ait qu'en fait que des valeurs très spécifiques de l'univers qui permettent de décrire ce qu'on observe. Pas unique, mais très spécifique. Et c'est en fait le cas. Donc voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est la carte de Planck, une fois qu'on a séparé les composantes. Et ça, c'est la hauteur des vagues mesurée, la hauteur typique des vagues, mesurée en fonction de leur fréquence. Ça, ce sont les points de données expérimentaux. Ça, c'est notre univers, y compris avec les barres d'erreur qui sont de la taille des symboles. Et donc ça, c'est l'empreinte digitale. Et donc, maintenant, on dit, existe-t-il un modèle ou une classe de modèles qui permettent de décrire ça? Oui, le voilà. C'est un modèle qui est incroyablement économique. C'est un modèle à 6 paramètres qui permet de décrire parfaitement cette courbe-là. Et là-dedans, on va lire des choses. On va dire que, voilà, l'abondance baryonique, alors l'abondance baryonique, c'est un mot qui va vous faire peur, mais ça n'a aucune importance, c'est en gros la matière usuelle, celle dont on est fait nous. L'abondance baryonique, c'est en gros 2% du contenu de l'univers. Et puis, il y a une autre partie qui est la matière sombre froide. Alors ça, on a découvert, alors ça, Françoise Combe vous en parlera, on s'est rendu compte à travers l'analyse des courbes de rotation des galaxies, enfin d'abord, il y a tout un tas d'éléments observationnels qui nous ont amenés à penser que, en fait, l'essentiel de la matière est sous une forme sombre qui n'interagit pas, qui n'émet pas de lumière, mais qui domine gravitationnellement l'univers. Eh bien ça, pour que les modèles qui contiennent de la matière sombre, pour qu'ils puissent décrire cette courbe-là, il faut qu'il y ait 11% du tout. Et donc, la matière usuelle, c'est 2%, et ça, c'est 11%. On est à peine un cinquième du contenu matériel de l'univers. Nous, enfin, la substance dont nous sommes faits. Mais il n'y a pas que ça. En fait, caché là derrière, il y a le fait que l'univers est spatialement plat, et que donc, il y a la forme d'énergie sombre, alors encore une autre composante, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui fait le reste du pourcentage. Donc 11 plus 2, 13. Donc en gros, vous voyez bien qu'en gros, 90% de ce qui fait le contenu énergétique de l'univers n'est même pas de la matière. Donc alors ça, comme déplacement philosophique, je vous demande d'y penser quand même 2 secondes. On est parti d'un système quand même complètement anthropocentrique, hein. La Terre, centre de l'univers, tout ça, etc. Et puis Galilée, tout ça, font un déplacement quand même assez certain qui dit, non, le monde gravite, enfin d'abord la Terre, gravite autour du Soleil. Et puis on s'est rendu compte que le Soleil, c'est une étoile de notre galaxie. Et là, on s'est rendu compte, mais elle n'est même pas au centre, elle n'a même pas de position particulière, elle est aux 2 tiers, enfin bon, je veux dire, on est autour d'une étoile quelconque, dans une galaxie qui n'est pas particulièrement remarquable, dans une position pas particulièrement remarquable. Donc déjà, l'anthropocentrisme, il en prend un peu un coup quand même. Hein, et y compris l'humanisme, du coup, on peut se reposer la question de qu'est-ce que ça veut dire l'humanisme comme mesure de toute chose. Hein, d'ailleurs, au passage. Mais là je vous amène à un pas de côté encore plus radical, c'est-à-dire que nous faisons partie d'une matière qui n'est que nous, nos constituants, la matière des laboratoires, de partout, de tout ce que vous pouvez toucher, n'est que 20% du reste de la matière, et toute la matière est en fait en gros que 10% du contenu énergétique de l'univers. Donc presque tout l'univers, c'est sous une forme totalement inconnue, dont on peine à écrire les équations,
Enfin, on connaît quelques éléments, parce que sinon, on ne pourrait pas les mettre dans le modèle. Mais voilà, donc là, on est dans une altérité complètement radicale. On n'est même pas... on est vraiment mis sur le côté. On n'est rien dans le bilan énergétique. Alors, ce n'est pas le fait qu'on soit lourd, hein, c'est le fait qu'on n'est même pas du même constituant. Voilà. Et puis, il y a... Alors, bon, le modèle, voilà. Alors, oui, je vais quand même dire quelque chose sur le modèle. Parce que, bon, je vous ai dit, des théoriciens ont fabriqué un modèle, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'une certaine manière, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on fait? On postule une certaine composition. On postule une certaine distribution des grumeaux primordiaux au moment où ils sont fabriqués. D'accord? Et on utilise les lois de la physique, donc tout ce qu'on a appris dans le laboratoire, hein, et les lois de la gravité, pour en déduire la suite de l'histoire. Et il se trouve qu'on a besoin de quelques paramètres que je vous ai décrits à la seconde. Là, je vous ai dit, voilà, l'abondance baryonique, etc. C'est ce qui donne ça. Alors, ça, c'est très bien, mais en sous-jacent, il y a quand même quelques petites bricoles auxquelles vous devez penser. C'est qu'il a fallu quand même qu'on postule que les lois de la physique qu'on a développées ici, notre compréhension sur Terre, disons à l'échelle du système solaire, et ce sont les mêmes lois qui s'appliquent très très loin dans l'espace et très très loin dans le temps, et y compris très très loin en échelle d'énergie. Donc on fait un saut conceptuel absolument phénoménal, où on est en train de faire une extrapolation de ce qu'on a appris dans notre petit environnement, et on s'est dit, on fait une sorte de pari, peut-être pas pascalien, mais un pari, en disant, voilà, on va supposer que l'univers fonctionne selon les mêmes lois que ce qu'on a vu autour de nous. Et puis, en gros, on va faire un truc de paysan. On dit, on va juger l'arbre à ses fruits. Donc, il n'y a aucune raison que l'univers nous satisfasse et fonctionne selon les lois qu'on a déterminées. Sauf que quand on fait ça, et qu'on a une certaine description de l'univers, on est capable de prédire cette courbe-là, on est capable de prédire cette courbe verte avant de faire les mesures avec le satellite Planck. Et donc là, vous dites quand même, ouais, on a quand même fait du chemin quand même, hein. Voilà. Et donc, alors, quand même, là j'arrive sur la fin, quand même, je vous rassure, ça veut quand même dire que, ok, on a montré qu'on est capable d'utiliser nos petits moyens intellectuels, faire des paris complètement fous en termes d'extension de la validité potentielle de nos lois. On arrive à des succès qui sont quand même éblouissants, incroyables. Enfin, je veux dire, c'est quand même phénoménal qu'on arrive à prédire ce qu'on va voir sur le fond de ciel, alors qu'on fait un détour par, en gros, toute l'histoire de l'univers. Hein. C'est quand même un peu faramineux. Mais il y a quand même un petit ennui, c'est que quand même, on a quand même dû introduire cette énergie noire qu'on n'est pas capable de caractériser dans le laboratoire. Et donc, tout ça ne vient pas gratuit. Oui, certes, on a pu utiliser les lois de la physique, mais on a été obligé d'introduire des composantes dont on n'avait pas vu la queue jusqu'à maintenant. Et donc, évidemment, la question, c'est quoi les propriétés de ça? Comment on peut faire? Et donc, satellite suivant, c'est, voilà, on va essayer de caractériser l'énergie sombre en utilisant d'autres effets, alors, le responsable de ce satellite, il est dans mon institut. Je pourrais vous en parler en long terme, mais à ce moment-là, on va y passer la nuit, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, je voudrais conclure par un peu illustrer donc ce cheminement auquel je vous ai convié. C'est qu'en gros, l'instrument qu'on a fabriqué a collecté environ 1000 milliards d'échantillons, hein, avec une centaine de détecteurs. Donc, c'est une toute petite caméra. Maintenant, on fait des caméras qui en ont 100 fois plus de détecteurs. Déjà maintenant. À partir de ça, on a fabriqué, c'est les 9 cartes que je vous ai montrées, en fonction de la fréquence, hein, qui chacune faisait de l'ordre de 50 millions de pixels. Donc, en gros, la résolution d'une caméra, d'un appareil photo de course. Mais sauf que ce qu'on mesure, là, c'est des fluctuations d'un endroit à l'autre de quelques millionièmes de degrés. En fait, on a aussi mesuré une autre propriété, la polarisation de la lumière. Je passe ça parce que là aussi, ça nous emmènerait trop loin.
Le problème du cocktail, on est parti de ces 9 cartes et on en a extrait, notamment, on a séparé les composantes et on a obtenu la carte du fond cosmologique, donc de ces grumeaux, de l'empreinte de ces grumeaux, donc une carte de 50 millions de pixels. À partir de cette carte, on a mesuré les hauteurs de vagues, c'est la fameuse transformation dont je vous ai parlé, qui aboutit à, au bout, une courbe où, bon, quand on ne met pas les points ensemble, qui a à peu près 2000 points. Et en fait, on ne perd pas d'informations en montrant la courbe que je vous ai montrée, qui a, je ne sais pas, 30 points. Et au bout de tout ça, ces 2 millions de modes, hein, enfin, cette partie-là, sont ajustés avec seulement 6 paramètres. Ces fameux 6 paramètres du modèle, plus l'hypothèse que les lois de la physique fonctionnent à ces échelles d'espace et de temps. Et peut-être le plus incroyable de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un septième. Qu'est-ce que ça veut dire, pas besoin d'un septième? Ça veut dire que ce modèle, qui est quand même incroyablement simple, je veux dire, en gros, on a des fluctuations primordiales, invariantes d'échelle, quelques composantes, les lois de la gravité. Bon, d'accord, c'est pour apprendre à faire ces calculs, ça demande d'avoir fait un DEA, mais c'est un modèle qui est quand même très économique. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de tas de boutons, etc. Il n'y a pas besoin d'en rajouter autre chose. Et du coup, c'est utilisé notamment par les théoriciens, nous donc, pour dire « Ah, mais s'il y avait un neutrino un peu bizarre, qu'est-ce qu'il ferait ?» Et on se rend compte « Ah bah ouais, mais ça casse tout, donc ce neutrino un peu bizarre, il ne peut pas être là. » Et donc, en fait, on utilise, c'est une source absolument incroyable pour tuer, en fait, des tas de composants potentiels. En fait, au moins autant d'informations, si ce n'est plus, et dans ce que ça permet d'exclure. Parce qu'en fait, la science, ce n'est pas démontrer la vérité en quoi que ce soit. La vérité, elle est inaccessible. En fait, nous sommes des tueurs de modèles. Tout ce qu'on fait, c'est, il y a des explications, on les casse, on se rend compte, ah bah non, mais ça, on a trouvé un cas dans l'histoire de l'univers, ou dans l'histoire de la physique, ou etc., où ça ne marche pas. Poubelle. Voilà. Et donc, en fait, l'exigence de la physique, c'est au premier cas où ça ne va pas, on jette, en tout cas, on change. Donc, on est loin de la théologie. Là, je veux dire. Donc là, il y a une exigence absolue qui est, voilà, la nature a toujours raison. Donc, on lui pose des questions avec nos petits modèles, et elle répond. Et la plupart du temps, elle répond, t'as tout faux, mon gars. Voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a finalement réussi à construire un modèle cosmologique, donc qui décrit l'objet univers dans son ensemble, à la fois au-delà des confins de l'espace et du temps, avec des moyens économiques et qui décrit incroyablement bien un ensemble phénoménal d'observations, parce que je vous ai montré celle du fond cosmologique, mais il y a aussi toutes les positions des galaxies, l'ossature de l'éponge, toute la caractéristique mathématique de l'ossature de l'éponge, il y a tout ça qui est dedans. Et puis, il y a d'autres, y compris la manière, le taux d'évolution en fonction du temps. Et puis, en fait, il y a aussi la polarisation de la lumière. Donc, à chaque fois, on est dans cette quête de trouver la faille. En fait, notre boulot, on est des chercheurs de failles. Et donc, bon, d'une certaine manière, la principale limitation ou échec de Planck, c'est son succès. C'est-à-dire qu'on a pu démontrer qu'avec nos idées actuelles, on était capable de décrire les résultats de l'univers, et donc, on n'a pas été obligé de jeter une partie de notre compréhension. Voilà, on n'a pas été obligé de dire « Ah ben non, mais il y a une sixième force qui apparaît. » Ben non. Non, avec ce qu'on connaît, là, on y arrive. Mais je vous le répète quand même, sous l'hypothèse quand même de l'introduction de cette matière sombre et de cette énergie sombre. Alors bon, ça je saute. Les grumeaux primordiaux, je saute aussi, parce que bon, je vous ai donné l'idée. Donc en fait, voilà, c'est à ça que je voulais vous amener. C'est en fait, nous sommes les enfants du vide. Autant qu'on puisse en juger, toute cette histoire, c'est, voilà, les fluctuations quantiques du vide, irrépressibles, ont été la source, au cours d'une phase d'expansion exponentielle, donc colossale, en gros, de la source qui, sous l'influence de la gravité, puis beaucoup plus tard, l'effet d'autres forces, parce que la gravité va rassembler la matière, augmenter le contraste. Il y a un moment donné, il va quand même falloir allumer les étoiles, donc il va y avoir d'autres, il y a les forces électromagnétiques, enfin il y a d'autres choses qui vont intervenir.
Mais disons que le grand acteur à grande échelle, c'est la gravité. Alors, pour conclure, je vous ai beaucoup parlé du fond cosmologique, mais en fait, ce qui est vraiment la concordance, c'est qu'on utilise beaucoup d'autres indications que je ne veux pas rentrer dans la description, hein, ce n'est pas la peine. Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu l'équivalent de la courbe précédente, mais pour la distribution de la matière autour de nous. Et en gros, la prédiction, c'est que les points devraient s'aligner là-dedans, et ces points-là sont une collection de points qui sont sur des échelles d'espace et de temps qui n'ont rien à voir, avec des objets qui sont très différents. Donc en fait, vous avez une grande partie de la cosmologie, et là il faudrait que je parle pendant des heures pour que vous compreniez la puissance de cette cohérence. Là, ça va être l'argument d'autorité un petit peu, croyez-moi. Alors, donc en gros, on peut considérer qu'on a bien travaillé. Hein, donc, encore une fois, c'était ce que je vous disais, nous avons un modèle qui marche. Alors, ma fille me reprend, on ne marche pas, il fonctionne. Bon, d'accord. Donc, qui rend compte et qui prédit une myriade d'observations. Bon, c'est cool. Néanmoins, je vous l'ai déjà dit, il reste plein de questions. Parce que, en fait, la physique, le détail de l'inflation, bon, bah, d'accord, c'est des fluctuations quantiques du vide, mais quel a été le moteur détaillé qui a fait que l'univers est rentré dans cette expansion exponentielle? Alors, nous avons des théories, hein. Et donc maintenant, la question, c'est comment on les met, comment on les questionne, comment on arrive à trouver une manière de dire, bah, de continuer notre travail de SAS, d'élimination de théories. Donc, je vous ai déjà dit, oui, on a une composition surprenante. Et puis, il y a un dernier point dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une des tensions les plus caractéristiques de la cosmologie aujourd'hui, c'est que le taux d'expansion de l'univers qu'on déduit des mesures faites sur les grumeaux primordiaux de leur empreinte il y a 13,8 milliards d'années, sont suffisamment différentes d'une mesure locale, autour de mesures de supernovae, etc., pour qu'on se dise, ah, la différence entre les deux, c'est peut-être un signe qu'il nous manque quelque chose. Alors là, je ne connais pas la réponse. Donc, il y a une équipe menée par Adam Riess qui a eu le prix Nobel sur justement ce genre de mesures. Et il n'est pas d'accord avec, en gros, les résultats de Planck, dont on s'est rendu compte maintenant que ce n'est pas que les résultats de Planck, c'est le résultat de tout ce que le fond de l'univers nous dit. Et donc, eh ben, soit il fait une erreur dans ses déductions, soit il nous manque un petit bout de l'histoire. Et je ne vais pas vous dire la suite, parce que je ne sais pas, je peux faire des guesses, mais je n'en sais rien. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que de nouvelles réponses nous attendent en construisant de nouveaux instruments. Et ben voilà, Euclide, ça c'en est un, mais il y en a d'autres là. Lightbird est un satellite japonais. LISA pour la détection des ondes gravitationnelles, tout ça. Bon ben voilà, nous avons une imagination fertile, et au sol aussi, on déploie des tas d'instruments, et tout ça, c'est pour continuer à se poser ce genre de questions et apporter de nouvelles réponses. Voilà, et je crois que je vous ai tout dit. Oui, elle pourrait bien continuer à nous surprendre. La cosmologie, il faut dire, n'a pas été avare de surprises. Elle nous a obligés à accepter de réviser nos jugements. On a pu garder des choses sur les forces mentales, etc. Mais l'univers nous a quand même dit non. Il faut rajouter des trucs qu'on ne connaissait pas encore, sinon on ne voit rien du tout. Voilà. Et puis il y a encore un site web que j'ai piloté pendant assez longtemps qui s'appelle planck.fr et qui vous raconte beaucoup de choses de ce genre-là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.